voici que commencent les choses sérieuses. Tout d'abord... Oui, c'est qui ça? Eh ben c'est Méphisto, voilà. Voilà, et ensuite, nous entrons maintenant dans les sujets de mystère qui étaient parmi les plus marquants. Enfin, ceux qui ont traumatisé toute une génération, si vous connaissiez l'émission. Ceux qui nous ont fait nous accroupir derrière le canapé en quelque sorte. Parce que nous nous rapprochons des abysses, et donc des histoires les plus perturbantes visuellement. Ainsi, La maison qui saigne. Reportage complètement culte s'il en est, pour une raison très simple, c'était le premier sujet de la première émission. Nous étions donc nombreux à l'avoir vu, à l'époque. Cette maison se situait à Saint-Quentin. En septembre 1986, la maison était occupée par Lucie et Jean-Marc Bellemare. Jean-Marc est parti tôt pour travailler, sa femme Lucie se lève et tiens, surprise, il y a des petites taches de sang un peu partout chez elle. Mais à sa connaissance, personne ne s'est blessé, pas même le chien. Parce qu'il y aurait une hypothèse comme quoi il aurait pu se blesser à la queue et l'agiter, mais c'était pas du sang de chien. Après analyse, le sang s'est révélé être humain. C'est embêtant. De plus, Lucie, qui ne travaillait pas, entendait souvent des bruits quand elle était seule dans la maison. C'est-à-dire quand son mari partait travailler. Le couple finit par alerter la police. Et on remarque la porte de la cave, où Lucie explique qu'ayant emménagé depuis peu, elle n'est jamais descendue parce qu'elle a peur de cette cave, sans pouvoir se l'expliquer. Sauf qu'il ne voit rien. Et tout ça, la porte se ferme, toute seule. Lucie fait appel à un médium qui cherche quelque chose dans la cave, mais sans trouver de présence. Toutefois, la situation dégénère. Même en semant de la farine par terre, notamment, il est impossible d'y voir des traces de pieds le lendemain matin. Ce qui veut dire que les taches de sang n'ont pas été déposées par un mauvais plaisant. Tout cela effraie de plus en plus le couple, qui déménage au bout de 3 semaines. On en conclut, forcément, que tout ceci devait être l'œuvre d'un poltergeist. Mais que sait-on de la maison qui saigne, aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui, il y a eu des rumeurs comme quoi on l'aurait détruite, puis reconstruite à la même place. Mais ces rumeurs se contredisent, donc je ne peux pas dire ce qui s'est vraiment passé. On sait seulement que le couple Bellemare depuis s'est séparé et qu'ils habitent toujours Saint-Quentin, mais chacun de leur côté donc. Quant à la maison, elle serait occupée aujourd'hui, mais il ne s'y serait rien passé. Tiens, aurait-on là l'Amityville français? De mon côté, petite anecdote, quand nous parlions de cette histoire à l'école, l'une de mes camarades assura qu'il s'était passé quelque chose de similaire dans son ancienne école et que l'explication était un peu plus simple. Il y a aussi des petites taches de sang qui réapparaissaient chaque matin pendant plusieurs jours dans son école. Cela avait provoqué une fermeture temporaire, tout le monde était affolé. On criait déjà au poltergeist quand on découvrait que en fait, le responsable était un jeune garçon qui était blessé au doigt, qui vérifiait si sa blessure n'était pas fermée tous les matins, en notant son pansement, puis en constatant que ce n'était pas le cas, il essuyait son pansement contre le mur avant de le remettre. Drôle d'habitude. Et puis vous y pensez comme moi, même pour un hémophile, ça prend plusieurs jours avant de coaguler une blessure. Je pense donc que cette histoire a été déformée. En tous les cas, elle ne peut pas être l'explication pour la maison de sang, donc celle de Saint-Quentin. Les pommes volantes sont aussi un grand classique de mystère. L'une des histoires à laquelle tout le monde pense en repensant à l'émission. Moi, ça m'avait beaucoup impressionné à l'époque parce que c'était la première histoire de poltergeist que je voyais. J'espérais vraiment ne jamais avoir à emménager dans une maison hantée. Toutefois, aujourd'hui, évidemment, je sais, les effets spéciaux doivent vous sembler complètement à la ramasse. Mais voici comment ça se présentait. À Lisieux, dans une maison toute neuve, c'est là que c'est bizarre,
parce que d'habitude c'est pas vraiment le cas pour les poltergeists. Un couple, les Dupré, habitait donc dans cette maison neuve en 1982. Un soir, ils entendent des coups à la porte, alors que le portail dans leur jardin est fermé. Il faut donc traverser le jardin pour frapper à la porte, et quand ils ouvrent, ils ne voient personne. Ils entendent aussi des bruits de vaisselle, puis des bruits de pas au grenier ce soir-là. L'épouse Dupré se met au lit, mais voit que son armoire tremble. Tremble comme s'il y avait quelqu'un dedans. Il est vrai que cette famille traverse un deuil. Est-ce que ça peut les perturber à ce point? Le lendemain matin, la belle-sœur de Madame Dupré, Christiane Marais, lui rend visite, et voyant qu'elle est inquiète, Christiane Marais propose de rester. Et quand elles discutent, elles entendent un bruit violent comme une déflagration. Qu'est-ce qui se passe? Le couple décide d'inviter ses frères et sœurs à dîner. Tout semble normal quand tout d'un coup, on entend toujours cette fameuse armoire dont les portes claquent toutes seules. Ils ont l'idée de la démonter. Problème, elle continue de bouger, même démontée. Les Dupré continuent d'inviter des membres de leur famille, mais cela ne calme pas les manifestations. Eux aussi, ils les entendent, les déflagrations violentes. Mais seuls les adultes ont peur. Bizarrement, pas les enfants. Un guérisseur et exorciste du nom de Michel Royer, qui d'ailleurs était déjà intervenu dans d'autres histoires de mystère, est contacté, mais pour le moment il ne peut pas se déplacer. Un jour, Roger Dupré entend sonner un carillon qu'il a mis au grenier. Le problème, c'est que le carillon en question est au grenier parce qu'il est cassé. Et bien qu'il n'ait plus de mécanisme, le carillon sonne tout seul. Plus étrange, ils avaient aussi entreposé dans leur grenier des cagettes de pommes. Et ces pommes se mettent à tomber toutes seules, plus étonnant encore, à traverser les murs et les portes. Elles peuvent remonter et redescendre toutes seules, et quand on les touche, elles sont chaudes. Ça, je crois que c'est le moment qui a choqué tout le monde. Mais vu que dans une affaire précédente dont j'ai parlé, celle de Tina Reich, c'était des œufs qui avaient pu traverser la porte d'un frigo, je pense que c'est quelque chose à laquelle on peut s'attendre avec les poltergeists. Les Dupré s'en vont quelque temps, on le comprend, chez une de leurs sœurs. Là-bas, les phénomènes s'arrêtent. Mais ils reviennent dans cette maison, et un jour leur belle-sœur, qui est là aussi, voit que tout recommence. Un jour dans le couloir, elle aperçoit la silhouette d'un homme. Un homme qu'elle ne peut identifier, mais dont la boucle de ceinture brille beaucoup. Puis il disparaît. Cette famille endeuillée, comme je vous le disais, commence à se demander si c'est la douleur qui leur fait voir des choses pareilles. Au bout de 2 mois, Michel Royer, supplié, finit par se libérer et vient les voir. Dès qu'il arrive chez eux, il ressent effectivement quelque chose de bizarre. On lui montre que dès qu'on s'allonge sur un lit, il bouge violemment. Alors, Michel Royer s'allonge aussi, et là, il n'y a plus rien. Michel dit une prière d'exorcisme contre les fantômes qu'il connaît et qui est son secret. Mais toujours est-il que depuis, donc les Dupré disent qu'ils n'ont plus rien vu et plus rien entendu. Sur le plateau, on débattit du fait que les Dupré avaient dû avoir des hallucinations. Mais d'autres citèrent l'éditeur Camille Flammarion, qui avait été témoin, par exemple, de puits de cailloux brûlantes, ou vu des personnes capables de momifier un steak en quelques instants. Que peut-on dire de tout ça aujourd'hui? Eh bien, en fait, les Dupré ne s'appelaient pas Dupré. Leur nom avait été modifié pour garantir leur anonymat. Subséquemment, et si cette histoire concerne des anonymes, je sentais qu'elle était difficile à retrouver des traces. Et ce fut le cas. Je n'ai retrouvé aucune trace de la maison hantée de Normandie. Je ne peux donc absolument pas vous dire ce qu'on en sait aujourd'hui. Histoire très fameuse dont je vous avais parlé, donc soyons brefs. Mais vous le savez. D'ailleurs, ce reportage-là se focalise sur la découverte du journal intime de Jack l'Éventreur. Je vais revenir sur ce que c'est. Tout le monde connaît la série de meurtres commise en 1888.
Mais en 1991, il y a eu des rebondissements, selon Stéphane Bourgoin, interviewé. Oui, je vous l'ai déjà dit, il n'avait pas encore été démasqué à l'époque. En 1991, à Liverpool, donc, un homme du nom de Tony Devereux rencontra l'un de ses amis, Mac Barrett, et lui remit un journal intime qu'il aurait trouvé, dans lequel l'auteur disait vouloir, je cite, « tuer toutes les garces ». Tony soutint qu'il était peut-être le journal de Jack l'Éventreur puisqu'il datait de la bonne époque. Quelques mois après, Tony mourut d'une crise cardiaque. Mike Barrett resta seul avec le journal intime, le lut, et apprit que l'auteur était un certain James Maybrick. En analysant l'encre et le papier, on ne trouva rien de concluant, si ce n'est que l'ensemble semblait bien dater de 1888. À un moment, on cite une boîte métallique oubliée sur l'emplacement d'un des meurtres par James Maybrick. Or, le détail n'était pas connu en 1888 s'il avait s'agi de l'œuvre d'un faussaire. Le grand public n'a connu l'histoire de la boîte métallique qu'en 1987, quand le détail fut cité dans un livre. Mais ça ne figurait dans aucun article de l'époque. Pour autant, les spécialistes ne trouvaient pas tout ça très concluant. Quand James Maybrick dit où il a déposé le sein d'une de ses victimes, cela ne concorde pas avec les témoignages. Quand on demanda plus de détails à Mac Barrett, celui-ci ne fut pas capable de se rappeler les circonstances exactes dans lesquelles le journal avait été trouvé. Qu'en dire de plus aujourd'hui? Eh bien, je vous renvoie vers ma vidéo, ce soi-disant journal de Jack l'Éventreur, qui indiquerait que l'identité donc du tueur était celle de James Maybrick, a largement été prouvé depuis comme étant un canular. Un homme du nom de Bernard Arraquin disait qu'à l'âge de 9 ans, il se voyait marcher dans un long couloir comme s'il était somnambule, sauf qu'il ne l'était pas. Il paraît que c'était les prémices d'un talent qu'il avait pour les voyages astraux. Selon une chercheuse, Claude Kapler, c'est une expérience dite énergétique, qui est connue depuis bien longtemps mais que peu de gens maîtrisent. Bernard dira qu'il avait vraiment commencé à maîtriser le phénomène alors qu'il était en voyage à New Delhi. Sa petite amie Alice, elle, était encore en France. Mais Bernard se brancha, c'est ce qu'il dit, sur Alice pendant qu'il était en train de s'endormir. Et Alice avait senti sa présence. Bernard, lui, avait parfaitement reconnu son appartement, s'était vu flotter au-dessus de leur lit. Est-ce qu'il s'était dédoublé astralement pour aller jusqu'auprès d'Alice? La mère de Bernard tombera gravement malade après. Pour oublier cette triste réalité, Bernard Arraquin essayait de se soulager en faisant des voyages astraux. Mais ce ne fut pas un soulagement, bien au contraire. Il se vit enfermé dans une souffrance atroce, comme s'il était un prisonnier de ses défauts. En se réveillant, il comprit qu'il avait en fait voyagé dans ce qu'on appelle le bas astral. Je ne sais pas ce que c'est, mais je n'ai pas envie d'y aller. Il y a une ressemblance avec l'enfer, à mon avis. Quand sa mère mourut, Bernard, en dédoublement astral, la vit comme une forme lumineuse près de lui. Puis elle s'en alla. Mais Bernard ne put la suivre, même si, de son témoignage, il la vit monter au ciel. Certains disent que ces mondes ne sont pas réels, mais complètement mentaux. Donc on fera en fait une projection mentale plutôt qu'une projection astrale à proprement parler. En plateau, un psychothérapeute dit que tout ceci, jusqu'à preuve du contraire, puisqu'on n'a pas de preuve justement, pourrait aussi bien être imaginaire. On peut le voir sans forcément le croire. Et puis, c'est peut être dangereux parce que on peut devenir complètement accro à cette pratique.
Qu'en dire de plus aujourd'hui? Eh bien, je ne sais pas si Bernard Raquin a continué à faire des voyages astraux. Je sais seulement qu'il a écrit des livres sur l'auto-hypnose et les vies antérieures depuis. Et à part ça, est-ce qu'on peut vraiment se projeter astralement? Eh bien, je l'ignore. Ce n'est pas une chose que j'ai cherché à faire. Une femme de nom de Dominique Eustache avait l'habitude de consulter un magnétiseur quand elle avait des problèmes. Elle était seule avec ses 2 filles, elle avait été licenciée suite à des ennuis de santé. Selon elle, c'était le moment où elle avait le plus besoin de son magnétiseur qui était sur Chartres, mais celui-ci décéda à ce moment-là. Se sentant seule, Dominique Eustache chercha un nouveau magnétiseur et en trouva un du nom de Léonard. Quand il l'a reçu pour la première fois, il fit quelques passes magnétiques à Dominique, puis remit une médaille et une photo à celle-ci en lui commandant de la garder sur elle au moins 2 semaines. Elle le paya 600 francs, près de 100 € à l'époque, et se sentit obligée de lui obéir. Ce qu'elle ne savait pas, c'était que Léonard avait fait avec la photo de Dominique, qu'elle avait dû lui remettre, une poupée de cire vaudou, et qu'il exerçait sur elle un contrôle apparemment psychique. Dominique devint agressive et violente, et elle tenta 3 fois de se supprimer. Elle s'adressa finalement à un autre médium, Jean Didier, qui vit immédiatement des ondes négatives autour de la pauvre Dominique. Il dit à celle-ci qu'elle devait mettre dans du sel pour l'exorciser la photographie que lui avait remise de Léonard, puis d'exiger que ce dernier lui remette les photos qu'il avait d'elle, ce qu'il fit à contre-cœur. Ensuite, Dominique Eustache dut faire 4 séances d'exorcisme et prier pendant 9 jours pour totalement se sortir de l'emprise de Léonard. Jean Didier concluait qu'il ne faut pas confier des photographies ou des cheveux à un médium, ni accepter de médailles de ceux-ci, et encore moins de payer des prix exorbitants. Tout ceci serait dangereux si jamais un magnétiseur décide de faire de vous sa marionnette. En plateau, d'autres magnétiseurs, honnêtes ceux-là, précisèrent qu'on n'est jamais censé aller voir un magnétiseur pendant trop longtemps. Ou alors, c'est celui-ci qui vous prend pour un pigeon. Mais il ne faut pas non plus leur donner un pouvoir qu'ils n'ont pas. Il est très possible de manipuler une personne sous hypnose, et un magnétiseur le prouva par l'expérience dite des paumes collées, c'est-à-dire une personne hypnotisée peut croire qu'elle ne peut pas décoller ses 2 mains tant que le magnétiseur n'a pas dit que c'était possible. Que dire de cela aujourd'hui? Je n'ai pas retrouvé la trace ni de Dominique ni du fameux Léonard. Je ne sais donc pas si leur histoire s'est vraiment passée de cette manière. Tout ce que je sais, c'est que, oui, un magnétiseur, ça peut aider. Mais comment un magnétiseur professionnel a pu avoir l'idée d'utiliser ses capacités pour obliger une pauvre femme à se montrer agressive, ça, je n'ai pas compris ce qui ne tournait pas rond chez lui. En 1986, Pierre et Carmen Tisserand possédaient un hôtel. Ils étaient très fiers. Leur fils Michel, 20 ans, travaillait pour eux là-bas. Mais en 1987, des choses bizarres commencèrent. D'abord, en descendant un panier de linge dans la buanderie, Carmen s'aperçut que le linge bougeait et râlait, reproduisant les respirations d'une personne sur le point de mourir. Ce ne fut pas la seule bizarrerie. Les lampes commencèrent à s'éteindre et à s'allumer toutes seules, les compteurs à tourner sans raison, tant et si bien qu'un soir, Michel demanda s'il pouvait inviter un ami, Patrick, à dormir avec lui dans la chambre de l'hôtel qu'il occupait. À 3 h du matin,
Michel se réveilla en sursaut, avec l'impression que quelqu'un l'observait. Et s'aperçut qu'un poster, qui était dans sa chambre, le suivait littéralement du regard. Pas le regard dont on a l'impression que ça vous suit comme la Joconde, non, littéralement que les yeux bougeaient. Le matin suivant, avec son ami, il descend dans les escaliers et sent comme une présence, sans pouvoir se l'expliquer. Tout à coup, Michel ressentit une douleur violente au cou, comme une morsure. Le phénomène ne s'appliquait pas qu'aux propriétaires de l'hôtel, d'ailleurs. Les clients n'arrivaient plus à dormir, ils entendaient tout le temps des bruits de choses cassées, même si en fait rien n'était cassé. La clientèle finit par fuir l'hôtel, qui avait la réputation d'être hanté. Il était vrai que l'ancien propriétaire avait mis fin à ses jours. Carmen Tisserand n'y comprenait rien, d'autant que, sur les tables qu'elle venait pourtant de nettoyer, il lui avait de remarquer des empreintes de pas blanchâtres comme si quelqu'un venait de marcher dessus. Un peu comme un poltergeist. Une amie à elle, Annick, quand elle était dans l'hôtel, y ressentait un malaise, comme si quelque chose la regardait depuis en haut de l'escalier, et comme si quelqu'un voulait la pousser. Michel et Patrick, eux, diront avoir vu comme une silhouette flottante dans ce même escalier. Et puis un jour, la famille trouva dans le jardin une maquette miniature de l'hôtel, avec 5 tombes figurées dans le jardin. 5, le nombre exact des membres de cette famille. De plus, une main, je pense que c'était une main de mannequin, aux ongles rouges et crochus, était posée sur cette maquette. La famille la brûla en pensant qu'il devait s'agir d'un objet de sorcellerie. Des gens auraient-ils donc cherché à nuire à cette famille en leur jetant un mauvais sort? La famille quitta l'hôtel à ce moment-là et passèrent la nuit dans une autre maison, tandis que Pierre prit une retraite anticipée. Mais voilà-t-il pas que dans leur nouvelle maison, d'abord, un transistor fut jeté à la tête de Michel comme si quelqu'un l'avait balancé, sauf qu'il n'y avait personne. Ils ont compris que les forces maléfiques les avaient suivis dans leur nouvelle maison. Ils invitèrent un ami pour faire de la présence, mais ça ne change rien. J'ai toujours l'impression qu'on frappait à la fenêtre, qu'ils avaient entendu le son, mais il n'y avait personne à la fenêtre. Ils se décidèrent à consulter un exorciste, le père Louis Costel. Apparemment, il sentit qu'une présence maléfique s'attachait au pas de Carmen, c'est pour ça qu'il priait avec elle. Après cet exorcisme, tout fut terminé. Que dire de tout cela aujourd'hui? Eh bien, je n'ai pas retrouvé de traces de cette histoire en ligne. Et il faut te dire, elle est très étrange. L'objet retrouvé dans le jardin donne à penser que quelqu'un avait usé de magie noire et jeté un mauvais sort à cette famille dans un but de vengeance, avec pour idée de les tuer tous. Seulement, outre le fait qu'ils n'ont apparemment pas retrouvé qui c'était, qui peut faire un truc pareil? Comment on peut en vouloir à quelqu'un à ce point-là? Et ce n'est pas fini. C'est comme si cette histoire avait possédé Carmen en particulier. Pourquoi elle? Je n'en ai aucune idée. À cause de l'exorcisme. Toutefois, je vous recommande en effet, concernant la magie noire, non seulement vous devez vous débarrasser des objets et les brûler, mais il faut aussi vous exorciser vous-même et votre maison, car ce ne sera pas fini pour autant. Les énergies négatives risquent de s'attacher à vous. Vous verrez, l'une des histoires suivantes parle de ce problème-là, elle aussi. En 1967, à Londres, deux jeunes lycéennes, Molly et Jane, passent par le cimetière de Highgate à Londres, car c'est un raccourci pour rentrer chez elles. Mais c'est bizarre, elles entendent des bruits, elles ont l'impression que quelqu'un les suit, elles n'y sont pas à l'aise. Un spécialiste des vampires, qui possède d'ailleurs un musée sur le sujet et a écrit à ce propos, Jean Marini, dira que, selon les témoignages comme ceux de Molly et Jane, les gens avaient la sensation que
le cimetière des Highgate, un des plus anciens de Londres, était hanté par un vampire. On alerte un pasteur, Sean Manchester, qui constate qu'on trouve sur place beaucoup de cadavres d'animaux exsangues, comme si quelqu'un les avait vidés de leur sang. Près du cimetière vivaient deux sœurs, Anne et Lucia. Lucia, 20 ans, était apparemment somnambule. Un jour, Anne se réveille et voit que Lucia, qui dormait dans la même chambre qu'elle, avait ouvert la fenêtre, qu'elle semblait vouloir sortir. Plus tard, on trouva sur le cou de Lucia 2 marques, et elle souffrait d'anémie. Pourtant, elle n'avait pas perdu de sang. Enfin, apparemment, puisqu'il n'y en avait pas autour d'elle. Une autre fois, Anne surprit Lucia à dévorer de la viande crue. Elle préféra prévenir le père Sean Manchester, mais quand le père arriva, il n'y a plus personne dans la maison, parce que Anne avait suivi sa sœur Lucia jusqu'au cimetière de Highgate et avait laissé un mot sur la porte pour le dire. Oui, pas de portable à l'époque. Le père Sean rentra à son tour dans le cimetière de Highgate. Il vit Lucia complètement hypnotisée et donc Anne à quelque distance, et Lucia se dirigeait vers un caveau. Elle avait jeté par terre le chapelet qu'on lui avait passé au cou. Mais Sean lui jeta un crucifix et Lucia s'effondra. On la ramena chez elle, puis dans la nuit du 13 au 14 mars 1970, il y eut une battue dans le cimetière avec plusieurs volontaires. Sean Manchester remarqua un passage derrière le fameux caveau. Il entra et n'y trouva qu'un cercueil vide. Par acquis de conscience, il aspergea d'eau bénite et déposa de l'ail et du crucifix au fond. Rien ne se passa pendant quelques mois. Quand un touriste qui visitait le cimetière de Highgate, attention accrochez-vous, trouva dans le cimetière le cadavre d'un homme qui n'avait plus de tête. Pour retrouver le cercueil vide, celui-ci avait disparu. Sean Manchester demanda à Lucia de l'accompagner. Et en journée, pour éviter le vampire, puisque celui-ci apparemment craigne le soleil. Celle-ci, hésitante, désigna un caveau différent du premier, qui pourrait servir de nouveau refuge au fameux vampire. En entrant, ils reconnurent le fameux cercueil qui avait disparu. Mais cette fois-ci, il y avait un corps dedans. Un corps encore en décomposition et vêtu de vêtements du 19e siècle. Sean Manchester voulut enfoncer un pieu dedans, mais Lucia lui demanda « Et si c'était pas le vampire ?» Eh bien dans ce cas, le geste qu'il s'apprêtait à accomplir était un sacrilège. Il fallait trouver autre chose. Sean Manchester fit un cercle de sel autour d'eux et mit 4 chandelles blanches aux 4 coins pour les 4 points cardinaux. Ensuite, il entreprit un exorcisme alors que la nuit tombait. Il confia sa Bible à Lucia pour l'aider, puis se mit à réciter l'exorcisme. Le corps se changea en squelette en quelques secondes. La vision effraya tellement Lucia qu'elle lâcha la Bible. Quand on la ramassa, on vit que c'était ouvert à la page où il est dit « Assure-toi seulement que tu ne consommeras point le sang, car le sang est la vie. » Le caveau fut muré. Quant à Lucia, elle mourut quelque temps après, et d'une maladie du sang. En plateau, Jean Marigny reparla des mythes tardifs du XVIIIe siècle et d'une probable psychose collective entre 1690 et 1750 surtout, pour expliquer le mythe du vampire. Qu'en dire de plus aujourd'hui ? Eh bien à l'époque c'était une histoire qui m'avait grandement impressionné. Je me souviens, je me disais « Ah oui, quand même !» Pour moi les vampires c'était des histoires, mais alors ça pouvait exister. Je sais seulement que le père Manchester, depuis, a écrit plusieurs livres sur ce sujet. Mais certains prétendent qu'il était simplement en concurrence avec un autre révérend, nommé Pharan, qui aurait quelque sorte fait une surenchère au sensationnalisme. Ça, je ne peux pas l'invalider ou le confirmer. Babette Museli, un jour, vit
une bague d'occasion dans une boutique et, séduite par celle-ci, se l'acheta. 15 jours plus tard, ses problèmes commencèrent au travail. Elle était dans les relations publiques et travaillait pour organiser des réceptions, mais cette femme toujours joyeuse commençait à s'attirer les problèmes, étant devenue de plus en plus grincheuse. Pire, Babette avait l'impression de se sentir suivie dans la rue. Elle se faisait des frayeurs. En journée, elle se sentait seule car son mari Charles était barman et travaillait le soir. Mais on mit son agressivité sur le compte du fait que Babette était tombée enceinte. Ça fait des sautes d'humeur comme vous le savez. Tout de même, Babette était surprise de remarquer que ses plantes, maintenant d'intérieur, mouraient alors qu'elle s'en occupait bien. Au moment de partir à la clinique pour accoucher, Babette retira ses bijoux. À la clinique, l'accouchement se passa bien et Babette se sentit mieux. Mais quand elle revint au travail, ça alors, elle redevint agressive, à tel point qu'il fut question de la licencier. Évidemment, ça ne sert à rien une attachée commerciale qui se montre odieuse. Mais ces changements étaient-ils seulement dus à de l'hystérie, sachant qu'elle oscille entre hystérie et abattement total. Un ami du nom de Jean-Luc ne la reconnaissait littéralement plus. Il commença à se demander si elle n'était pas possédée et lui recommanda de s'adresser à un médium du nom de Serge de Ladé. Quand Babette le consulta, il vit que quelque chose n'allait pas avec sa bague qu'elle portait tous les jours et lui dit qu'il fallait la détruire. Babette n'y croyait pas, mais elle laissa Serge de Ladé étudier la bague. Elle rentra chez elle et en se remaquillant, attention, jump scare, elle vit une femme qu'elle ne connaissait pas et qui avait une sale tête donc dans son miroir. En se retournant, Babette ne vit plus personne. De plus, son sommeil était perturbé, elle entendait comme des bruits de pas la nuit alors qu'il n'y avait personne. Bon, ça je reconnais, peut-être d'ailleurs comme la maison de Normandie, ça pouvait s'expliquer par un grand-duc dans son grenier, mais quand même. Babette se souvint que tous ses ennuis avaient commencé à peu près en même temps après l'achat de sa bague. Alors peut-être que c'était ça le problème. Elle se résolut à l'enlever, mais auparavant, elle dut la faire couper par un bijoutier car son doigt avait trop enflé. Ensuite, elle la confia à Serge de Ladé, qui sentit se dégager des ondes négatives. Il demanda au bijou de lui raconter son histoire et il vit. Il ressentit tous les problèmes qu'avait eu la précédente propriétaire, une femme de 49 ans, très mondaine, jusqu'à ce qu'elle subisse un cancer du sein. Non seulement ce fut une souffrance terrible, mais elle avait été abandonnée de son mari et de ses enfants. Toutes ces épreuves s'imprimèrent dans la bague. Tout à la fin de la vision, Serge vit un immeuble qu'il reconnut. Il sonna à la porte et la concierge, Manuela de Sanchez, confirma tout ce qu'il avait dit. Elle connaissait effectivement la précédente propriétaire décédée de la bague puisqu'elle avait habité l'immeuble. Serge aurait ressenti jusqu'à la douleur physique de cette femme en consultant la bague. Il l'écrasa et enjoignit Babette à jeter le tout dans la Seine. Toutefois, pour redevenir normal, il lui fallut là encore subir un exorcisme de sa part. Cette histoire nous avait plutôt marqué à l'époque, ma sœur et moi. Des années durant, elle n'avait d'ailleurs pas acheté de bijoux d'occasion, et m'avoua que c'était parce que cette histoire l'avait poursuivie. Personnellement, je crois au fait que nos épreuves peuvent s'imprimer dans les bijoux ou les murs des maisons. De là à la transmettre à une autre personne qui n'a rien à voir avec tout ça, là par contre j'en suis moins sûre. C'est tout ce que je peux en dire aujourd'hui de toute manière, pour la simple raison que je n'ai pas retrouvé de traces de Babette Muselli en ligne.
Guylaine Bernaudin, propriétaire d'une galerie d'art à Paris, traversait de nombreuses épreuves en novembre 1990. Ce soir-là, son chien venait de mourir. Et en plus, l'année précédente, elle avait perdu sa fille de 11 ans et son mari l'avait quittée. En rentrant chez elle, Guylaine croise sa domestique, Maria, lui souhaita une bonne soirée. Puis, histoire de se vider la tête, après la mort de son chien, Guylaine essaya de prendre un bain. Mais en voulant utiliser sa savonnette, elle trouva des clous dedans. Oui, ça fait mal. Le lendemain, Guylaine remarqua du sang séché sous ses meubles. Et encore le jour suivant, un inconnu sonna à sa porte. Quand Guylaine regarda par le judas et n'osa pas lui ouvrir, il avait disparu quand elle regarda de nouveau. Mais elle vit qu'il avait laissé sous son paillasson des ficelles nouées et avec du sang séché. Tout cela était très curieux. Guylaine inspecta son appartement alors du fond en comble et elle trouva des ficelles et des clous, cachés parfois dans des endroits improbables. Qu'est-ce que cela voulait dire? Un ami, François Berthaud, lui rendit visite à sa demande et l'aida à chercher tous ces objets suspects. C'est alors qu'une statue de bronze tomba et qu'on trouva dedans une poupée vaudou, rien de moins. Une amie journaliste de Guylaine lui recommanda de se faire désenvoûter. Parce qu'à présent, Guylaine faisait en plus de cauchemars horribles. En cherchant sous sa baignoire, elle avait encore trouvé des clous. La baignoire est un lieu d'intimité. Si c'est sous le coup d'un maléfice, croyez-moi, vous le sentirez passer. En allant se coucher, Guylaine trouva un gros ongle tout noir dans son lit. Oui, c'est dégoûtant. Mais surtout, c'était peut-être encore quelque chose pour lui jeter un mauvais sort. Elle finit par appeler Maria, elle lui montra cet ongle et lui demanda comment ça se faisait-il, puisqu'elle avait changé les draps hier. Puis la statue, elle n'avait donc jamais remarqué de poupée vaudou dedans. Mais Maria lui assura qu'elle ne savait rien de tout cela. Elle lui servit le café, mais Guylaine lui trouva un goût bizarre. Elle ordonna à Maria de le boire, qui refusa. Et là, Guylaine comprit qu'elle était la responsable et renvoya Maria. Elle avait toujours été gentille avec elle, pourtant. Mais là, Maria s'énerva et elle dit « Vous allez tomber malade » avant de s'en aller. Guylaine demanda à une des envoûteuses, Carla Robin, de l'aider. Celle-ci l'exorcisa en demandant à Guylaine Bernaudin de tenir du plomb dans sa main, le plus souvent possible, et aussi de garder un petit sachet de sel sur elle pendant 8 jours. Selon son hypothèse, à Carla Robin donc, l'ongle devait provenir d'une personne morte. Peut-être déterrée à un cimetière une nuit de pleine lune. C'est un sortilège qui peut tuer la personne visée. Au bout de 8 jours, Carla fit fondre le plomb et le jeta dans un récipient rempli de l'urine d'une petite fille vierge. C'est pas moi qui fais les exorcismes, hein, c'est comme ça. Ensuite, elle vit que le plomb avait pris une forme spécifique, pleine de piquants, comme si effectivement Guylaine était poursuivie par de mauvaises ondes. Elle enjoigna Guylaine à dire une prière et par magnétisme purifia le plomb qui représentait la vie de Guylaine. La dernière étape consistant à jeter le plomb dans la Seine. Ensuite, tout s'arrangea pour Guylaine. Selon toute vraisemblance, sa domestique avait usé de magie noire sur elle. Mais pourquoi? Selon Guylaine, il n'y avait aucune raison de vouloir se venger d'elle puisqu'elle avait toujours bien traité sa domestique. Je n'en sais pas plus sur cette histoire aujourd'hui. Il n'y a aucune trace de Guylaine Bernaudin en ligne. Attention, on ne rigole plus. Peur en la demeure, tout le monde s'en rappelle. Enfin, pas moi, j'avais raté le reportage à l'époque. Mais bon, il est quand même question d'une enfant aux yeux exorbités qui avait dû impressionner pas mal de monde. Ça avait dû être l'exorciste avant l'heure pour ceux qui ne l'avaient pas encore vu.
En plus, c'est pas comme si c'était alors que c'était l'heure de se coucher pour les enfants. C'était le premier reportage de l'émission dans laquelle ça a été diffusé. Et voici comment ça se présente. En 1988, dans le centre de la France, Jacques et Catherine Laval achètent une nouvelle maison. Première bizarrerie, Catherine trouve des images pieuses au fond d'un placard. Bon. Dans le jardin, aussi, un jour, ils trouvent enterrée une statue représentant une tête d'ange. Bon, là d'accord aussi. Ce qui est bizarre, c'est qu'ils commencent à entendre des bruits de pas au grenier. Pendant toute la nuit. Un soir, Jacques regarde la télévision et sent une présence. Derrière lui, deux ombres. Il croit que c'est ses deux filles, il crie « Allez vous coucher ». Et là, il réalise que ce ne sont pas ses filles, mais deux ombres qui s'évanouissent brusquement. La nuit, Catherine, elle, se réveille en sursaut et voit que la télé est allumée alors qu'elle n'est pas branchée et qu'elle n'a pas d'antenne. Donc c'est impossible qu'elle fonctionne. Il y a aussi des jets d'objets divers comme un tisonnier. Et un jour, Catherine aperçoit l'ombre d'un pendu sur le mur, alors qu'évidemment il n'y a pas de vrai pendu, au plafond de la pièce en question. Elle a souvent très froid, et surtout elle a peur quand elle est toute seule la nuit, car cela lui arrive. Elle trouve que ça sent la mort autour d'elle. Elle commence à repenser aux images pieuses et se dit, est-ce que les gens qui étaient avant elle dans la maison ont eu ce genre de problème pour qu'ils aient fait ça? Elle fit donc bénir des médailles pour les porter sur elle, mais rien n'y fait. Toujours cette sensation de froid qui la suit, toujours cette odeur comme dans un cimetière, elle ne peut pas s'expliquer. Et un jour, oui, la jeune Lucie, l'une des filles de Catherine, soudain, attaque sa mère avec les yeux exorbités et une force énorme. Elle cherche à attraper un couteau. Et elle entend d'une voix qui n'a rien à voir avec la voix de Lucie habituelle, « Laisse-moi tranquille ». Mais la belle-sœur de Catherine s'interpose, fait lâcher le couteau à sa nièce. Lucie ne se souvient plus de rien, ça cesse d'un coup. Et ses yeux reprennent leur forme habituelle après quelques heures. Après cela, les événements se calment pendant un mois, jusqu'à ce que, depuis une hauteur où la maison est visible depuis là, le couple Laval remarque une tombe entrouverte au cimetière, et qui se ferme brusquement quand ils arrivent à côté. Là, Catherine a vraiment peur et fait appel à l'exorciste Michel Royer, dont il était déjà question dans l'histoire sur la maison en Normandie. Ce dernier effectue un rituel et tout se calme. À l'heure du reportage, plus rien ne s'était passé depuis 2 ans. En plateau, on évoqua un exorcisme qui aurait lieu en Belgique. Un évêque et un psychiatre durent faire 3 séances de 6 heures pour libérer la personne concernée. Et cela a été filmé. Et voilà, imprudent mortel. Voici tout ce que contenait l'émission Culte et Mystère. Si vous ne la connaissiez pas, j'espère que les histoires vous auront quand même intéressé. Si vous la connaissiez, j'espère que ça vous aura rappelé les souvenirs, même si les derniers que j'ai évoqués ont dû être assez traumatisants. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, de commenter. Et si vous voulez me soutenir, voyez le lien en description de Utip et Tipeee. N'oubliez pas les liens en description de Tipeee, Patreon et Ko-fi. N'oubliez pas non plus de regarder sous votre lit avant d'éteindre la lumière. Au revoir, imprudent mortel.